j'ai participé à un grand concours à Toulouse. J'ai été sélectionnée pour présenter mon projet. Et du coup, j'y ai été pour tester les choses, pour me tester, pour voir ce que je valais, pour voir ce que mon projet valait. Et même si j'ai rien gagné, y a rien qui a marché. Hein. Ouais. Mon PowerPoint ne passait pas. C'était la catastrophe. J'avais jamais parlé devant autant de personnes et je m'en suis plutôt pas mal sortie. Et au final, j'ai quand même suscité l'intérêt parce que même si j'ai rien gagné, mon nom a été cité et mon projet a été intéressant pour certaines personnes. Et je sais aujourd'hui qu'il faut faire confiance à son instinct et s'écouter et écouter beaucoup plus, faire plus attention à ce qu'on nous dit et aux gens qui nous entourent. Une chose que j'ai entendue, c'est que voilà, moi quand on me dit non, ça me booste. Et j'ai clairement affirmé que je ne m'arrêterais pas là et que c'était impossible qu'ils me disent non en fait. Et ça a été un oui quelques mois plus tard. Je ne savais pas qu'il fallait se préparer à l'échec et je ne savais pas que je pourrais continuer et que j'avais cette force-là. On sent quand même qu'il y a une pointe de détermination là. Hein. Donc, petite pointe. Oui, c'est ça. Non, il y a différents types d'entrepreneurs. Je voudrais pas que on reste avec une idée que l'entrepreneur est nécessairement celui qui arrive à passer à travers tout. Il y a 3 types d'entrepreneurs. Il y a l'entrepreneur pissenlit, et là manifestement c'est toi. L'entrepreneur pissenlit, il dit vous allez le mettre sur le flanc d'une montagne, il va quand même réussir à trouver quelque chose et à pousser. Ça c'est la logique du pissenlit. Mais il dit à côté de ça, il y a deux autres types d'entrepreneurs. Il dit il y a l'entrepreneur chêne, c'est celui qui a besoin pour pouvoir grandir et pousser, qui a besoin d'être beaucoup entouré, d'être énormément encadré par de la formation, par du mentorat, par tout ça pour un peu prendre racine, si vous voulez. Et alors le troisième, j'oublie toujours le nom de la plante, mais vous allez m'aider, c'est une plante fragile, mais qui se développe vraiment à la sortie de l'hiver. Là. Lui, il dit que c'est l'entrepreneur fragile. Il dit que c'est l'entrepreneur qui a le tempérament et qui peut éclore, mais qui va avoir besoin de conditions favorables pour que ça puisse marcher. D'accord. Et donc, effectivement, on a les Maximus ou les Mathilde là, qui, à un moment, disent moi, on m'a dit non, mais je leur ai dit allez vous faire foutre, je ne le prends pas pour. Ça deviendra oui à un moment. Mais à côté de ça, il y a plusieurs palettes, quoi. Je suis autodidacte, donc pour le coup, j'ai été confronté à l'échec assez rapidement parce que du coup, j'ai pas été dans les études. J'ai commencé et arrêté très très vite. Et puis je suis rentré dans différents types de structures, petits groupes, grands groupes. Je suis travaillé notamment chez Dell. Et puis j'ai décidé de partir dans une aventure d'une start-up en tant qu'employé. Donc j'ai accompagné cette start-up pendant 8 ans en tant que directeur marketing. Et puis l'envie m'a pris de me lancer et de créer ma propre entreprise avec mon associé. En partant d'une idée au départ où tout le monde nous dit c'est génial votre truc, ça va être super. Et puis on travaille pendant 6 à 10 mois à peu près sur le développement de l'application et puis on la lance. Et puis il se passe ce qui se passe dans la majorité des cas dans notre écosystème numérique, c'est-à-dire qu'il se passe pas grand-chose et ça marche pas. On décide d'arrêter ce produit-là et d'essayer de travailler sur un autre produit pour pivoter et lancer de nouvelles offres. On est clairement dans un pivot, c'est-à-dire qu'on avait un premier produit qui était dédié au monde du particulier. Et puis, on a lancé un produit qui n'avait absolument rien à voir avec le premier pour le monde de l'entreprise. Donc, on change de produit, on change de cible, on change d'approche. Donc, on change un petit peu tout de façon très, très rapide parce qu'on décide au mois de juin donc, que ça va pas marcher. Et au mois de septembre, on a déjà la nouvelle offre qui est lancée et qui est en train d'être testée sur les premiers clients. Moi, j'avais une chance, c'est que j'avais été préparé. Pour le coup, parce que j'avais déjà vécu en tant qu'employé toute cette étape. J'ai l'habitude de dire c'est un peu le grand 8, on va vivre des échecs, on va descendre au plus bas et puis on va remonter, on va gagner des prix, on va être valorisé à des moments. Donc j'avais déjà perçu ça, j'avais beaucoup d'amis entrepreneurs où j'avais vu cet échec et cette période, donc j'étais préparé. Je me dis surtout, je veux pas vivre ça, je veux vivre cette aventure, mais je veux être préparé, je veux pas descendre au 5e sous-sol et je veux pas me gargariser si on gagne des prix. Mais pour répondre à la question, c'est clair que quand on vit, c'est pas aussi simple que sur le papier. Donc quand on est confronté à cet échec-là, bien sûr que c'est difficile. Mais je pense qu'en étant préparé, c'est quand même beaucoup plus simple à vivre et surtout on a cette capacité à rebondir plus rapidement. Même si la période est difficile, on le sait, l'échec fait partie du parcours.
que voilà, pendant une semaine, un mois ou une certaine période, ça va être difficile, mais on va être capable d'aller plus loin et de rebondir et d'aller chercher des petites victoires aussi. Je pense que voilà, des feedbacks qui viennent du terrain, exactement, sont super importants. Et il faut être capable de les prendre et de se dire, ouais, non, là j'étais à côté et c'est pas ça qui me fait avancer, c'est ça qui me fait avancer, donc je vais rebondir et je vais avancer plus vite. Quand on est confronté à un problème, se dire, attends, il y a bien pire, et ces gens-là, ils ont été capables d'aller chercher beaucoup plus loin, donc voilà, va construire quelque chose de... On ne parle pas de la version glorifiée de l'échec. Parce que vous savez, un des grands travers quand on est sur le sujet, c'est à un moment, donc on a bien compris entre nous que l'échec n'est pas nécessairement une humiliation, et ils en sont la preuve. Mais alors souvent, le penchant dans l'écosystème entrepreneurial, c'est le fameux « mais aux États-Unis, c'est cool d'échouer, c'est génial ». Et alors là, on arrive dans la glorification et c'est faire pire que mieux. Alors, à chaque fois que je rencontre quelqu'un maintenant qui me dit ça, je lui dis, est-ce que tu es allé aux États-Unis ou au Québec ou au Canada pour demander aux gens qui ont échoué si effectivement c'était si cool que ça? Et alors 80% du temps, jusqu'à présent, les gens répondent non. Donc de nouveau, c'est véhiculé par le mythe plus ou moins anglo-saxon, américain, etc. Moi, j'ai la chance d'y intervenir depuis 2 ans, donc je suis vraiment pas très loin dans ma compréhension de leur culture. Il y a en effet une différence culturelle sur le rebond. Le stigmate social de l'échec est moins grand, l'onde de choc, si vous voulez. Par contre, la claque, c'est la même, hein. Moi, je trouve génial dans en tout cas le démarrage de cette journée, que l'échec soit vu de manière, je dirais, normalisée, pondérée, quoi. De pouvoir juste se dire, bon ben voilà, moi, j'ai survécu, on a pivoté, on est toujours là, on est toujours vivant, on est toujours debout. Mathilde, pareil, qui nous dit, bon ben ok, moi j'ai compris, j'ai appris de l'expérience, etc. Je crois que si on garde ce fil conducteur de se dire, ça emmerde tout le monde, on s'en passerait bien, mais c'est là juste partie de l'apprentissage, on va pouvoir partir sur des bases solides dans le temps, quoi.